Ça, c'est le monde que tu connais. Antisémite, KGB, complotisme. L'univers du complotisme associé à la pédocriminalité est probablement celui qui est le plus toxique. Si aucun Il n'est journal, plus aujourd'hui aucune qu'une chaîne de parcelle télé, de la aucune simulation radio n'a parlé d'une neuro-interactive info, que nous appelons la matrice. Chemtrails, théorie du complot, gilets jaunes. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Il est question, pour libérer l'esprit, d'éteindre le corps. Voilà. Pour éteindre le corps sans mourir, on va le saturer de sensations, de plaisir et de douleur, qui sont procurées donc par ces soirées, le tout exalté par les drogues, jusqu'à ce que les capteurs sensoriels disjonctent. Et alors là, quand vos capteurs sensoriels disjonctent, c'est le nirvana, c'est l'ascension spirituelle. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. Il y a plus d'une quinzaine d'années, lorsque le fils du juge Roche rapportait publiquement les confidences de son défunt père, nous n'avions alors pas les clés de compréhension pour percer le mystère caché derrière la description de ces obscurs rituels et de leur idéologie. Pierre Roche décrivait les cultes à mystère, la dépravation sexuelle et les rites prétendument initiatiques visant à transcender la conscience via la loi de la dissociation, terme employé par l'anthropologue Anthony Wallace pour qualifier ce processus d'apprentissage rituel visant à induire un état spirituel extatique par la mortification de la chair. Une culture de l'accession à un nouveau niveau de conscience par la mortification de la chair. Alors je vous laisse imaginer au texte quand papa nous parle de la mortification de la chair. De quoi s'agit-il? Je reformule, mais peut-être d'une manière un petit peu bancale, mais en tout cas c'est ça que ça veut dire. Il est question, pour libérer l'esprit, d'éteindre le corps. Voilà. L'exploitation de la douleur et de la peur peut en effet servir à provoquer l'illumination par une décorporation. Le cœur de la perversion luciférienne consiste à arracher l'âme, que ce soit d'un initié consentant ou de son enfant soumis malgré lui à ses rites de passage. Arrivé à un certain degré, ce ne sont plus les rituels en eux-mêmes qui comptent vraiment, mais plutôt leurs effets à des niveaux qui dépassent le monde matériel. Le livre intitulé Kabbalah, une approche neurocognitive des expériences mystiques, décrit bien comment la dissociation, la sortie hors du corps, est un point essentiel dans la mystique kabbaliste. Enseignés dans les sociétés secrètes gnostiques, nous commençons alors à comprendre pourquoi autant de victimes et survivants rapportent l'existence de rituels traumatiques basés sur cette loi de la dissociation. En effet, la méthode la plus directe et la plus radicale sur un sujet non consentant, comme un enfant, étant le traumatisme extrême, pouvant aller jusqu'à provoquer une expérience de mort imminente, ce que certains groupes nommeraient cérémonie de la résurrection. Les rituels maçonniques de mort et renaissance symbolique, utilisant un cercueil, n'en sont que la préfiguration. La dissociation, c'est que je me sentais un petit peu un mètre, comme un film, donc j'étais à 1 mètre derrière et je regardais la scène, j'analysais d'ailleurs très clairement la scène. J'ai réintégré mon corps et là j'ai senti réellement sa présence, ce qu'il se passait. La Kabbale extatique définit plusieurs formes d'extase, qui ont en commun l'intention de séparer l'âme du corps, comme l'indique le préfixe « ex » dans le terme « extase ». Nous y trouvons l'extase dite autoscopique, dans laquelle l'individu a l'impression de se voir lui-même, son corps physique, depuis l'espace extracorporel. Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais déjà plus dans mon corps. C'est-à-dire que je voyais la scène d'en haut, exactement comme si je planais au-dessus de la rue. Je la voyais, hein. Je pense que mon cerveau générait ces images. Et donc ce que je voyais, c'était moi, mais j'étais plus dans mon corps, à genoux, complètement inerte, comme un pantin, avec le mec qui faisait ce qu'il voulait. Je suis devenue très douée pour me détacher de moi-même. Je flottais au-dessus de moi et je le regardais me toucher en ayant l'impression que ça arrivait à quelqu'un d'autre. Il est fréquent, tous les thérapeutes le savent, que lors d'une scène traumatique, par exemple, eh bien, une personne se trouve immédiatement dans un état de transe et de dissociation et vive les choses sur un mode d'une part absente, mais comme si elles étaient en dehors d'elles-mêmes. Donc il y a un mécanisme qui fait que, je dirais, pour parler d'une autre façon, avec une autre grille de lecture, on peut être désincarné tout d'un coup. C'est tout ça. Tout se passe comme si, à un moment donné, l'esprit se retirait du corps. Et c'est vrai que ça pose un énorme problème à la neurologie, de savoir si vraiment est-ce que la conscience est bien contenue dans le fonctionnement neuronal ou pas. When we first started doing this traumatic memory recall study, we were scanning a patient with a history of chronic early life trauma, and our prediction was that
all the patients, while recalling their traumatic event, would have a flashback response with an increase in heart rate. But while we were scanning the first subject, what we saw was that while recalling the traumatic memory, the patient's heart rate actually went down. And so after the scan, we got a very detailed description of what the patient had experienced. And what she told us was that she had a classic depersonalization response in which she removed herself from her own body and sort of was watching herself from above. A lot of victims and survivors will say they detach, you know, and you really do. You float up above your body because you're trying to figure out. In this moment, while I was tied up and being beaten and being told unspeakable things, I truly felt like I could die, not just because my abuser said to me, I could kill you right now, but because in that moment I felt like I left my body and I was too afraid to run. He would find me. I froze, and it was as if I could see myself from the outside, and for the first time in months, I felt something, utter shame and despair. I felt a piece of me disappear, a piece that has never returned. In other words, I was not fine, and I am not fine. Het is een trauma wat je beleeft, en dat is zo ernstig dat je niet weet hoe je dat beleeft. Dus ik ben toen al eigenlijk, als het gebeurde, als ik verkracht, ik neem het woord gewoon in mijn mond. Als je dan verkracht werd of misbruikt werd, dan trad ik als het ware uit mijn lijf. En dan was ik ook iemand anders, of ik was daar niet. En dan begint er eigenlijk een fantasie in de werkelijkheid, lijken dan door elkaar te lopen. En op een gegeven moment, want je bent nog best wel klein. How would you describe your childhood? For me, a living hell. You know, I was able to, somewhere along the way, that my saving grace was I learned how to leave myself. I see myself running from me. Wow. And I couldn't get the little boy. I couldn't get the little boy to come back to me. I couldn't get myself to come back to me. And I think I died that day, and I don't understand. It took me so long to understand what happened when I finally got there. Mais est-ce que de manière, ce que vous dites là, l'Édouard Collomb, moi ça me rappelle ce qu'écrivait quelqu'un comme un Américain, comme James Hillman dans le mythe de la psychanalyse. Enfin, il s'intéressait particulièrement à la figure de Dionysos, et en disant finalement, lorsqu'on est dans la souffrance, dans la douleur, dans la perte, il faut l'habiter. C'est-à-dire, il faut la vivre, parce que c'est ça qui va nous transformer, qui va nous amener à autre chose. Et de cette manière, on ne sort de la souffrance que si on a réellement habité cette souffrance. Oui, il faut transcender la souffrance, mais c'est un passage difficile, ouais, mais il y a toujours quelque chose de très positif dans ces souffrances, si on arrive à les accepter et à les vivre. Alors, c'est aussi quelque chose qui est bien connu dans d'autres philosophies, par exemple l'idée de l'épreuve, de l'épreuve comme une source de progression. Je pense souvent à Chrétien de Troyes et à son héros, qui vit une série d'épreuves initiatiques, finalement, on peut appeler ça comme ça, qui semblent arriver par un pur hasard et qui en fait sont toujours des embûches mises sur son chemin pour l'amener à une sorte de développement personnel. Et je me dis que la vie est souvent une suite d'événements qui ont leur raison d'être.